Donc bonjour, bienvenue pour ce nouveau TEDUC consacré à la question de l'éducation à l'alimentation. On l'a intitulé Manger des saveurs au savoir. Alors ce TEDUC est proposé, comme les précédents, par Universcience en partenariat avec les CRAP Cahiers pédagogiques. Et donc, quelques éléments de contexte pour commencer sur cette question. Alors, l'école est un lieu privilégié pour aborder la totalité du fait alimentaire, articulant les différentes dimensions de l'alimentation nutritionnelle, sensorielle, environnementale et écologique, culturelle et patrimoniale. Voici ce qu'on peut lire sur le site EduScol de l'Éducation nationale. C'est un ambitieux programme qui se veut transversal pour répondre à la fois à des enjeux de santé publique, des enjeux environnementaux et de justice sociale. De nombreuses ressources existent pour mener cet enseignement, de nombreux acteurs aussi, des associations, universités, institutions culturelles, services déconcentrés du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Les projets, il y en a beaucoup, on va le voir pendant cet éduc, et puis qui ont bien souvent en plus l'intérêt de développer l'esprit critique des jeunes. Alors pour discuter de cette question de l'éducation à l'alimentation et de ses multiples facettes, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Blech, qui est commissaire de l'exposition Banquet, qui vient de s'ouvrir à la Cité des Sciences et de l'Industrie et qui se tient jusqu'au 7 août 2022. Bonjour. Bonjour. Émilie Orliange, consultante et formatrice en méthodologie et conduite de projets, spécialisée en pédagogie alimentaire. Bonjour. Bonjour. Julie Sansoulet, vous êtes responsable communication et culture scientifique à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement en Occitanie. Et pour présenter, vous nous présenterez le projet Planète Aliment. Bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de ce même projet, nous aurons avec nous, il n'est pas encore présent, John Bandelier de l'association Kimio, il nous rejoindra tout à l'heure. Et puis, nous avions annoncé Marion Sour des ateliers ludosophiques, mais elle est malade. Donc, c'est Andrea Lemoine qui va la remplacer. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons également Jean-Baptiste Trocmé, chef de projet au sein du département développement durable de la DRIEAT Île-de-France. Alors, DRIEAT, ça veut dire Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports, qui nous présentera le projet Des champs aux assiettes. Les lycéens franciliens font leurs états généraux de l'alimentation. Bonjour. Bonjour. Et sur ce même projet, Sophie Ponce, inspectrice, chef de mission académique éducation au développement durable pour l'Académie de Créteil. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, j'en ai fini des présentations. On va passer maintenant au vif du sujet. Alors, un petit peu d'éléments de contexte pour commencer. Éduquer à l'alimentation, ça veut dire quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est attendu des enseignants pour ce qui concerne cette question? Sophie Ponce. Merci. Effectivement, l'éducation à l'alimentation résonne dans l'éducation nationale, j'allais dire à travers deux grandes entrées, deux grandes éducations transversales que sont l'éducation à la santé et l'éducation au développement durable. Alors, ces éducations transversales, elles s'appuient bien évidemment sur les programmes disciplinaires, mais elles proposent une réflexion globale sur les sujets, sur le sujet ici de l'alimentation, une réflexion globale qui se prolonge également par, j'allais dire, une projection dans l'action. Éduquer à l'alimentation, c'est amener les élèves à connaître les éléments finalement nécessaires pour circonscrire le sujet, les problématiques, les questions qui se posent. C'est comprendre les enjeux, comprendre peut-être comment ils sont connectés, reliés entre eux. Et puis, j'allais dire, le troisième élément, connaître, comprendre et agir. Il y a cette idée également de réfléchir avec les élèves à la manière dont concrètement, on peut aussi faire avancer les choses de manière collective à l'échelle de son établissement scolaire, par exemple. Et puis pour terminer, peut-être pour planter ce décor, je vous disais qu'effectivement, ces éducations transversales, elles s'appuient sur les programmes scolaires. Effectivement, on va trouver dans les programmes au collège, au lycée général, notamment des échos sur ces questions d'alimentation en sciences de la vie et de la terre, en histoire-géographie, mais on va s'en emparer aussi dans d'autres disciplines comme dans l'air,
lettres, en langue vivante, en arts plastiques, hein, par exemple. Et dans les voies professionnelles, là aussi, on va trouver des échos particuliers dans certains enseignements, ce qui fait que finalement, l'éducation à l'alimentation, elle est évoquée dans toutes les filières, d'une manière ou d'une autre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Émilie Orliange, vous avez été sur le terrain aux côtés des enseignants. Vous avez notamment mené un projet, vous allez peut-être me rappeler son nom, c'était Art de faire culinaire au collège. Voilà, vous avez... Et donc, qu'est-ce que vous avez relevé côté enseignant en termes de besoins? Alors, en termes de besoins, les enseignants, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin qu'on les aide à justement voir à quel endroit ils peuvent placer cette éducation à l'alimentation dans leur matière et comment aussi réorganiser parfois leurs cours par rapport à ceux des autres pour réussir à créer en fait une cohérence, une progression pédagogique autour de ce thème transversal qu'est l'alimentation qui peut être traité dans toutes les matières et on l'a fait, on l'a testé dans toutes les matières. Les enseignants au fur et à mesure des 3 années ont pu se raccrocher à ce thème qui est l'alimentation, mais pour ce faire, ils ont besoin de travailler ensemble, ils ont besoin qu'on leur consacre du temps, ils ont besoin d'avoir du temps aussi de réunion où ils peuvent se mettre ensemble et discuter autour de la table. Ils ont besoin de ce temps-là, on leur donne des outils, effectivement, et EduScol est là pour leur fournir des outils qu'ils doivent aller chercher, mais ça ne suffit pas à réussir à mettre en place cette pédagogie alimentaire cohérente et interdisciplinaire. Il faut vraiment qu'il y ait à un moment donné peut-être un groupe de pilotage, un pilote, quelqu'un au sein de l'établissement qui prenne un peu à bras le corps ce sujet-là et puis qui réunit un petit peu autour de lui plusieurs matières, plusieurs disciplines pour travailler autour de ce thème. Alors, je vais me permettre de partager un document qui est le vôtre. Vous avez fait une synthèse des recommandations officielles pour ce qui est de l'éducation à l'alimentation et que vous allez peut-être pouvoir nous commenter. Alors, je partage ça. Ouais. Effectivement, depuis 2013, en fait, les ministères ont fait plusieurs recommandations, plusieurs avis. On a les avis du Conseil national de l'alimentation, mais on a aussi le Vademecum autour d'éducation alimentaire et puis plusieurs rapports interministériels entre entre le ministère de la Santé, de l'Agriculture et puis de l'Éducation nationale. Et en fait, ils en viennent tous un peu aux mêmes conclusions, de dire qu'il faut réussir à fédérer autour de ce thème de l'alimentation toutes les parties prenantes pour réussir à construire une vision commune de ce qu'est cette pédagogie alimentaire et que chacun des acteurs prenne pas un petit peu par son prisme le sujet avec le côté très nutritionnel pour, par exemple, les diététiciens et puis, ou l'infirmière scolaire, par exemple, très, très santé, on va dire. Le côté peut-être très plaisir, si on allait vraiment sur le côté, je sais pas, marketing, industrie agroalimentaire. Enfin, l'idée, c'est réussir à créer cette vision commune, fédérer ce qui se préconise, en fait, c'est justement ce qui a pu être dit juste avant par Sophie, le fait d'être dans l'action, le fait de mettre les jeunes en contact avec les aliments. Voilà, tout ça permet finalement d'arriver à construire des projets qui peuvent prétendre à avoir un impact et des bénéfices sur les habitudes alimentaires des jeunes pour tendre vers une alimentation plus saine et plus durable. Alors, avant d'aborder le thème de l'alimentation durable, je voulais faire un petit détour. Alors, je crois que Jean-Michel Jagartchouk, ça me vient à l'esprit. Vous vouliez vous exprimer sur ce point-là. Oui, d'autant que Émilie Orliange a écrit un article dans un numéro des cahiers pédagogiques paru en septembre qui s'appelle l'alimentation à l'école. C'est vraiment le thème de ce webinaire. Et donc, on a abordé ce thème effectivement sous plusieurs angles et notamment enfin, les questions des disciplines scolaires, mais aussi la cantine. Je pense qu'on en reparlera sans doute. La restauration scolaire, qui est un élément important, mais peut-être aussi les aspects, voilà, c'est la couverture du numéro avec plein de fruits, et notamment aussi un aspect qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'aspect culturel de la nourriture. Et notamment, j'ai écrit quelque chose sur plein de choses que j'ai pratiquées en cours de français, et autour de justement cette importance de la nourriture un peu partout, qui est sous-estimée finalement. Et donc, vous pourrez éventuellement lire ce numéro. Et aussi, on avait fait aussi un webinaire qui se trouve, mais on mettra sans doute les liens sur notre chaîne YouTube. On peut voir aussi un webinaire avec notamment des responsables de restauration scolaire et autres. Voilà.
Alors, un petit détour du côté de l'exposition bancaire, vous avez pu s'afficher justement la fiche de l'exposition là, dans ce que j'ai partagé, parce que finalement, l'éducation à l'alimentation, souvent, elle est abordée de manière assez scientifique à l'école, la déglutition, la digestion, etc. Alors, sur cet aspect assez scientifique, l'exposition propose un peu de renouveau, en fait, avec des aspects scientifiques un peu moins connus. Vincent Blèche, peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui, bonsoir et merci de me donner l'occasion de présenter un peu ce projet. Donc, l'exposition, effectivement, elle a ouvert il y a une semaine, tout juste, à la Cité des sciences et de l'industrie, donc pour de la Villette. Et le thème du banquet, en fait, nous permet d'aborder l'alimentation sous l'angle des plaisirs. Voilà. Un sujet rassembleur, disons, qui s'adresse à tous les publics. On la recommande à partir de 9 ans, hein, pour information. Et on l'aborde donc en 3 parties. On a cerné autour du thème du banquet, disons, trois sujets hédonistes. Le premier, c'est le plaisir d'inventer en cuisine, de créer, de passer les codes, hein, également. Le second, c'est l'aspect sensoriel, c'est lié donc à la dégustation, donc au plaisir de déguster, de savourer, avec l'éveil de tous les sens plutôt que simplement manger. Et l'intérêt de la Cité des sciences et de l'industrie, c'est qu'on peut le faire de manière interactive. Excusez-moi, je vais juste reprendre la parole Ouais. parce qu'on entend un son un peu parasite. Est-ce que vous pouvez, ne parlez pas, couper vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon on va avoir du mal à s'entendre. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vous redonne la parole. Je vous en... Donc, vous nous disiez un aspect plaisir, un aspect sensoriel. Ah, on ne vous entend plus? J'ai un problème de micro, il se coupe toutes les 10 minutes. Est-ce que vous entendez là correctement? Oui, on vous entend. D'accord. Bon, je reprends pas, je poursuis où j'en étais. Je pense que vous m'entendiez jusque-là. Ok, merci. Voilà, donc la seconde partie donc, sur les aspects sensoriels et les plaisirs de la dégustation. Et la troisième sur le plaisir de se retrouver à table et de partager un moment de célébration, puisqu'on parle de banquet, et que c'est un repas effectivement de plaisir. Voilà. Les contenus scientifiques, hein, qu'on aborde dans cette partie-là sont très différents. La première partie, donc j'y reviens, c'est la cuisine, et c'est le plaisir de perfectionner et d'inventer en cuisine. Et donc, c'est les aspects des transformations physico-chimiques de la nourriture, de la matière vivante qu'on aborde ici, avec des experts de l'école Ferrandi, par exemple, hôtellerie-restauration, avec des chefs, avec des physico-chimistes, et notamment Raphaël Aumont et Thierry Marx, qui collaborent depuis 10 ans à explorer, à innover en cuisine. Dans la seconde partie, c'est bien sûr les sciences sensorielles et cognitives. Et là, on a travaillé avec l'INRAE, donc, et le CSGA, donc un pôle d'études sur le sensoriel à Dijon. Et dans la troisième partie, on travaille avec le CIRAD, donc avec un socio-économiste de l'alimentation qui s'appelle Nicolas Briquin, qui est passionnant. Et là, on aborde les aspects sciences humaines et sociales de la convivialité. Voilà. Notamment les aspects très codifiés, c'est-à-dire on rappelle que le banquet et le repas partagé de manière générale, c'est l'occasion de réaffirmer les fondements du lien social. C'est un partage. Et pour bien, il y a un certain nombre de codes qui sont intériorisés très jeunes. Et c'est l'occasion ici, par des jeux d'interaction, hein, des visiteurs entre eux, de rappeler ces fondements qui sont liés à la solidarité, au partage, la hiérarchie, au respect de l'autre, à la synchronisation, bref, des nous lient. Voilà le panorama de l'exposition. D'accord, merci beaucoup. Alors, puisqu'on est à parler d'exposition, alors il y a une autre exposition qui est prévue aussi dans le cadre du projet, cette fois-ci Planète Aliment, et qui est plus sur des aspects peut-être alimentation durable. Et cette expo, elle va être numérisée. Ce n'est pas encore le cas, mais Julie Sansoulet, peut-être vous pouvez nous en parler. Oui, alors en fait, c'est une exposition qui est créée en lien avec les chercheurs de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, mais aussi des chercheurs de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, qui est portée par le CIRAD, en lien avec deux associations qui sont présentes ce soir, qui s'appellent Kimio, des associations de médiation scientifique, et les ateliers ludosophiques.
Donc ça, c'est les partenaires du projet global, mais l'exposition, elle a vocation à sensibiliser sur l'alimentation du monde au service du développement durable et faire une ouverture sur un petit peu les dernières avancées de la recherche et la vision de la science en lien avec l'alimentation. Donc, c'est une exposition qui sera proposée aux académies en premier de Toulouse et de Montpellier, puisque ici on est en Occitanie, mais qui a vocation à être ouverte à l'ensemble du territoire national, voire international quand même. Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, il y aura une version numérique qui sera une version interactive en ligne sur laquelle on pourra cliquer, faire apparaître des supports complémentaires tels que des interviews de chercheurs ou des vidéos. Mais surtout, elle sera reliée à une application de réalité augmentée qui permettra de faire apparaître ces mêmes supports, donc comme je le disais, des interviews de chercheurs un petit peu sous forme d'hologramme, en fait, qu'on va enregistrer sur fond vert, donc qui apparaîtront sur le fond de l'expo, ou des dessins 3D. Donc, ça, c'est pour la partie de l'exposition du projet, effectivement. D'accord. Alors, peut-être qu'on peut en venir un petit peu au vif du sujet, c'est-à-dire on a commencé à parler d'alimentation durable finalement sans vraiment donner de définition. Cette éducation à une alimentation durable, elle n'est pas forcément naturelle pour les enseignants. C'est ce que vous me disiez, Émilie Orliange, ou du moins, elle nécessite peut-être des projets transdisciplinaires. C'est une éducation qui se veut transversale et ce n'est pas quelque chose d'absolument évident. Et c'est pour ça que notamment, vous-même, Émilie Orliange, vous proposez de les accompagner en fait pour monter des projets. Peut-être qu'on peut rentrer un peu dans le concret et que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu ce que vous avez mené ou ce que vous projetez de mener avec les enseignants. Oui, alors effectivement, moi, une grosse partie de mon activité, c'est d'accompagner les acteurs de terrain dans la création de projets pédagogiques autour de cette alimentation durable. Alors l'alimentation durable au sens large, c'est-à-dire remettre du bon sens dans notre assiette, pour nous, pour notre santé, pour le plaisir, pour la planète. Voilà, pour essayer d'avoir une vision à long terme, de faire évoluer les habitudes alimentaires et puis d'améliorer aussi le bien vivre, on va dire, de toutes les parties prenantes de la chaîne alimentaire, hein, de la graine à l'assiette et puis au consommateur jusqu'à la gestion des déchets. C'est un peu ça, hein, l'idée de l'alimentation durable. Et moi, mon travail, c'est d'accompagner méthodologiquement ces projets-là, c'est-à-dire aider les acteurs à concevoir des projets qu'on appelle des projets à valeur probante. Alors en santé, ça veut dire un projet qu'on va être capable, qui va vouloir avoir un impact, qu'on va être en capacité de mesurer en fonction d'un public cible qu'on aura préalablement identifié. Donc c'est une démarche à la fois scientifique et puis opérationnelle, hein. L'idée, c'est vraiment de partir d'un état initial, de se dire, OK, le projet, c'est quoi son objectif, il s'adresse à qui, qu'est-ce qu'il va apporter à ce public-là, est-ce qu'on est en capacité de le mesurer, comment on va le mesurer, donc comment est-ce qu'on va l'évaluer, puis aussi, tout ça, c'est pourquoi faire, c'est aussi pour promouvoir ces projets-là, parce qu'on a beaucoup de projets qui sont menés par des établissements à droite à gauche ou par des associations, mais qui ne sont pas toujours documentés, on n'en parle pas forcément, ils ne sont pas toujours évalués. Et donc, ça ne permet pas justement d'enrichir cette connaissance collective autour de ces pratiques et de cette pédagogie alimentaire pour permettre finalement au collectif de s'améliorer dans cette pédagogie autour d'une alimentation durable. Et moi, c'est ça mon métier, hein, c'est vraiment accompagner méthodologiquement ces acteurs-là, les former aussi pour les rendre autonomes et qu'ils soient en capacité de développer demain des projets seuls. Des projets interdisciplinaires qui vont être intégrés au programme scolaire. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille, hein. Je rêverais qu'on puisse intégrer cette éducation alimentaire vraiment de façon officielle dans les programmes scolaires et qu'on donne les moyens aux équipes pédagogiques pour qu'elles puissent le faire sereinement en termes de temps, de ressources, de compétences, tout ce qu'il faut. Mais voilà, en gros, c'est un peu là-dessus que je suis. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, vous parliez d'évaluation, c'est vrai, que cette culture de l'évaluation, elle n'est pas forcément naturelle à l'école. Et justement, vous avez mené cette démarche d'évaluation avec le projet Art de faire culinaire au collège. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats? C'était une recherche-action, quelques résultats de cette recherche-action. Qu'est-ce qui marche en fait?
Alors, qu'est-ce qui marche? Bon, l'idée, c'est pas de donner une bonne recette, hein. Mais qu'est-ce qui a marché dans le cas du programme Art de Fer? Alors, pour vite refaire l'histoire du programme Art de Fer, on l'a lancé en 2013 dans 2 collèges pilotes, en Charente, en Nouvelle-Aquitaine, autour d'un fil rouge qui était la mise en pratique. Mise en pratique de la cuisine, mise en pratique sensorielle, mise en pratique autour de l'initiation aux techniques du marketing agroalimentaire, mise en pratique autour des métiers de bouche, etc., etc. On a expérimenté comme ça 30 actions. De la 6e à la 3e, et on a fait une évaluation scientifique dans le cadre d'une thèse qui a donc accompagné ce programme-là pour essayer de mettre à jour, de nous faire découvrir quels étaient les bénéfices, quel était l'impact de ces actions-là. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Principalement, si on devait résumer en 2 minutes, en termes d'implication des jeunes, des bénéficiaires, des collégiens, en termes d'appréciation, de valorisation, de montée en confiance en soi et d'intérêt, clairement, les actions qui les mettent au cœur du processus, qui les rendent acteurs, c'est-à-dire qui les font pratiquer individuellement, collectivement, en binôme, qui sont en lien avec leur quotidien, leur sociabilité alimentaire, leurs habitudes qu'ils ont l'habitude de faire. L'idée, c'est vraiment pas de leur faire découvrir des choses dont ils ne se servent pas au quotidien, mais plus c'est lié à ce qu'ils vivent, plus c'est lié à ce qu'ils vivent, plus ça a d'impact, plus ça sert à quelque chose. Ça permet aussi, on a repéré que finalement, plus on répétait les actions dans le temps et plus on cherchait justement à créer une cohérence entre les matières et avec les programmes scolaires, plus les enfants retenaient, plus les jeunes retenaient les informations, les connaissances et les compétences, et plus aussi ils retenaient des éléments du programme scolaire pur, si on doit parler vraiment au côté enseignement, et que ça leur permettait en fait de créer aussi une passerelle entre l'école et la famille, puisqu'on a pu mesurer une montée en fait en compétences alimentaires et culinaires, donc pour faire les courses, pour faire la cuisine, pour dresser la table par exemple, et en termes aussi d'autonomie, donc capacité à faire seul les choses, puisqu'on a par exemple, si on doit donner qu'un chiffre, 70% des collégiens qui refont les préparations à la suite d'ateliers, et ça on peut le voir aussi dans plein d'autres projets, qui le vivent sur le terrain, et ces enfants-là ou ces jeunes-là sont en capacité d'adapter les recettes, ce qui veut dire que clairement, ils ont développé des chaînes de compétences qui leur permettent justement d'intérioriser ces éléments-là et donc de pouvoir les remobiliser dans d'autres contextes. Et ça, c'est important. Et on a aussi pu noter, par rapport aux techniques du marketing agroalimentaire, qu'il y a une véritable évolution des points de vigilance autour des labels, des étiquettes, des packaging, de la provenance des aliments, la composition, l'équilibre alimentaire. Ils sont plus vigilants. Ils ont fait un travail réflexif par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment quelques extraits, mais l'idée, c'est que si on ne fait pas cette évaluation-là, qu'elle soit scientifique ou non, on n'est pas obligé de rentrer dans une démarche de recherche-action pour obtenir ce genre de données, mais ça permet de prouver, quelque part, les bénéfices de ce type de projet, et il y en a plein d'autres. Il y en a sur la restauration scolaire, il y en a sur... Voilà, mais ça porte et ça a vraiment un impact sur beaucoup de parties prenantes, et si on ne fait pas cette évaluation-là, on ne peut pas le montrer. Alors, Sophie Ponce, ça me fait penser à un aspect qu'on avait abordé au téléphone en préparation de ce webinaire. Vous disiez que cette éducation à l'alimentation, elle doit s'inscrire dans une démarche plus globale au développement durable. Ça s'appelle d'ailleurs la démarche globale de développement durable, reconnue par un label, le label E3D. Alors, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu. Oui, alors je rejoins ce que Émilie disait à l'instant sur la nécessité de rendre les élèves acteurs, acteurs du projet. Ça, c'est un point effectivement essentiel pour qu'ils aient une maîtrise finalement, un pouvoir d'agir. Sur les objectifs, sur la manière dont collectivement on va avancer au service de ce projet pour mesurer l'impact finalement de ce qu'ils auront mis en œuvre. Et effectivement, l'éducation à l'alimentation, finalement, on commence déjà à tisser un certain nombre de liens et on voit que ça impacte finalement beaucoup de questions liées à l'établissement, aux liens culturels, familial finalement, à l'histoire de chaque élève aussi. Ça va impacter les différents temps de la journée. Pour nous, c'est important de le replacer dans une démarche globale, une approche globale de la question. Et effectivement, que la manière dont on va construire cette éducation à l'alimentation avec les élèves, elle prenne corps, elle prenne sens dans la journée, au sein de l'établissement scolaire. Alors, c'est
C'est le sens de la démarche globale qu'on appelle, nous, la démarche E3D, établissement ou école en démarche de développement durable, dans lequel on essaye finalement de mettre en cohérence les enseignements, les projets éducatifs concrets que les élèves veulent mener, et puis le fonctionnement global de l'établissement scolaire lui-même, ce qui amène à interroger, par exemple, le temps de la cantine, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, et donc forcément ce qui amène aussi à réfléchir avec les partenaires à la manière dont on met en cohérence, finalement, les enseignements, l'engagement des élèves et le fonctionnement lui-même. C'est ça qu'on appelle la démarche globale. Et effectivement, elle est reconnue par un label national qui est décerné par l'Éducation nationale, le label E3D. C'est valable dans toutes les académies, évidemment, de France. D'accord, merci. Alors, je relais un commentaire de Aude Gilbert qui nous raconte qu'elle travaille pour le projet européen Schools as Living Labs, dans lequel Trace, donc c'est une association, hein, si je ne me trompe pas, est investie en ce moment. Ce projet interroge les jeunes collégiens et lycéennes de 12 pays de l'Europe autour des problématiques liées au système alimentaire et les invite à travailler main dans la main avec d'autres acteurs de leur contexte pour trouver et prototyper des solutions ensemble. Alors, justement, cette idée de travailler avec des acteurs, alors c'est, je crois, sur le thème de Planète Aliment, également la Dryad, dans les différents projets que vous avez menés, il était très important que les jeunes puissent discuter directement avec les acteurs concernés, par exemple avec les restaurateurs, avec les agriculteurs, avec, je ne sais pas qui souhaite s'exprimer peut-être sur le sujet, ou même Émilie d'ailleurs, Orléans, peut-être Julie Sansoulet sur cet aspect-là. Avec les acteurs de l'alimentation, c'est vrai que bon, John n'est pas là, alors je vais parler pour lui, enfin je crois qu'il n'est pas là. On organise des ateliers intergénérationnels dans des résidences autonomie ou des EHPAD dans lesquels on fait venir des jeunes du primaire pour pouvoir discuter de l'alimentation et de la transmission de savoir, la transmission des recettes et la comparaison en fait des points de vue à différentes générations. Et pour ça, on fait venir des chefs, effectivement, des chefs gastronomiques qui sont là pour aider finalement autour d'un goûter ou autour d'un plat à créer une émulation autour de la discussion, puis afin que les jeunes et les plus âgés puissent discuter ensemble. Donc, effectivement, à ce niveau-là, il y a un contact avec les acteurs. Après, c'est plus les contacts avec les différents acteurs, ça va être plus au niveau justement de l'exposition où on va essayer de mettre en contact là, cette fois-ci des jeunes qui vont pouvoir, des jeunes alors plutôt universitaires, début universitaire, qui vont aller faire des reportages d'acteurs de la chaîne alimentaire ou des filières, par exemple, qui vont aller interroger un agriculteur, un restaurateur, un vétérinaire, un représentant des supermarchés, un chercheur. Donc, ils vont aller voir différentes personnes qui seront en mesure de donner leur point de vue sur l'alimentation. Et ça, ce sera un des supports complémentaires à l'exposition. Ouais. Et c'est aussi effectivement le projet des champs aux assiettes, les lycéens franciliens pour leurs états généraux de l'alimentation. C'est dans ce cadre-là, je me souviens que Sophie Pons, vous m'expliquiez que les élèves en préparation finalement à cet événement dont vous allez nous parler ne faisaient pas que de la recherche documentaire, mais rencontraient les acteurs. Oui, alors effectivement, c'est un projet que nous avons mené avec la Dryad et avec Jean-Baptiste, qui est là également, en 2018-2019. Et l'idée était d'amener les lycéens d'une quinzaine de lycées franciliens à creuser les enjeux de l'alimentation en Île-de-France pour aller vers une alimentation plus durable, plus responsable. Dans cette démarche, peut-être on approfondira un peu plus, mais dans cette démarche, il était important que les jeunes commencent par comprendre quels sont finalement les acteurs dans ce vaste champ de l'alimentation dans une région, quels sont les acteurs, quels sont les enjeux, les intérêts, les questions pour chacun de ces acteurs sur ce sujet-là, et puis le meilleur moyen finalement pour que ça
corps, pour que ce soit réaliste, réel, c'est d'aller à la rencontre de ces acteurs. Et donc, les lycéens qui ont participé ont d'abord essayé de comprendre un peu le panorama des acteurs, puis ils se sont appropriés un acteur en particulier et ils sont allés à sa rencontre. Ils sont allés à sa rencontre pour comprendre son terrain d'action, les questions qui se posent, ce qui lui semble envisageable pour avancer vers une alimentation justement plus durable, ce qui sera plus difficile à négocier. Et c'était un moment extrêmement important de notre démarche et peut-être que Jean-Baptiste voudra rebondir là-dessus. Je vais peut-être même rebondir tout de suite en disant que la troisième étape donc, du projet qu'on leur a proposé, ça a été de prendre la place de ces acteurs, de jouer leur rôle au cours de négociations en fait, qu'on leur a proposé de préparer sur le temps de l'année scolaire dans le cadre de notre projet, puis de jouer sur une journée donc, qui s'est déroulée en mai 2019 à Groupe Paris-Tech. Donc, les lycées se sont retrouvés toute la journée en table de négociation et ont dû avancer sur un accord qu'ils ont amendé et finalement signé en fin de journée. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, la meilleure façon pour eux de peser la complexité de ce système et de se mettre à la place des gens et donc de voir que les choses ne sont pas si simples que ça et de leur donner envie de creuser et de devenir un peu plus autonome, y compris intellectuellement. Et donc, vis-à-vis de tous ces sujets extrêmement, extrêmement compliqués. Donc, c'est vraiment une méthode qui a été, je crois, appréciée tant par les élèves que par le corps enseignant. Et d'ailleurs, on verra qu'il y a un projet assez similaire avec les ateliers ludosophiques dans le cadre de Planète Aliment, similaire et qui a sans doute beaucoup de particularités, évidemment. Je vais peut-être, avant ça, vous projeter un petit bout d'une vidéo qui présente ce projet des champs aux assiettes. Donc voilà, je vous propose de regarder quelques minutes. Bonjour à toutes et à tous. Nous venons du lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie et nous représentons la grande distribution. Nous sommes des acteurs économiques considérables dans l'alimentation des Franciliens. Et de ce fait, contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne sommes pas des enseignes de dilapidation de nourriture, mais nous sommes réellement et activement engagés à lutter contre les gaspillages alimentaires. Nous voulons prouver que la grande distribution est un acteur responsable, ce qu'elle a déjà commencé à faire avec l'élaboration de la vente des fromages, par exemple, afin non seulement de répondre aux attentes des consommateurs, mais de les anticiper par des initiatives éco-responsables. Les différents partenaires avec lesquels nous travaillons sont aussi bien décidés à nous soutenir, nous assurer dans ce projet, et nous sommes prêts à relever des défis ensemble en alimentation durable et responsable. Dépenser de manière à réduire le gaspillage tout en assurant peut-être de pouvoir se déterminer. Est-ce qu'on veut préserver notre biodiversité ou rechercher le lien? Et si ça rapporte de l'argent après, l'État va pas de l'argent. Pardon? Oui, bien sûr. Il y avait également une idée intéressante, ça a connu. De l'argent sur ces projets comme le gros plastique, comme nourriture, etc. On pourra placer cet argent dans des aides à la conversion au bio, par exemple, ou des aides pour que le bio coûte moins cher en magasin pour le consommateur. Il n'y aura toujours pas plus de pollution. Mais tu peux conserver la biodiversité en conservant à quoi ça sert de détruire pour après redonner de l'argent pour reconstruire? Autant ne pas détruire à la base. Préserver, pardon. Mon permis, au final, c'est plus rentable. Il y a des traces ça c'est difficile. On va prendre de l'argent, après on pourra investir dans des choses, justement sur les solutions.
Voilà, je m'arrête là parce que l'extrait est un peu long. Peut-être Sophie Pons, si vous vouliez commenter un petit peu cet extrait. Alors, effectivement, on a une vision qui est parcellaire hein, de la journée. Vous avez un peu compris l'idée. On est donc dans une simulation d'états généraux de l'alimentation. Chaque lycée vient donc représenter l'acteur dont il a étudié finalement le contexte et les enjeux de manière plus précise sur son territoire. Donc on a des producteurs, on a des consommateurs, on a la société civile, hein, on a les représentants des pouvoirs publics, on a des distributeurs, etc. Et l'idée, finalement, c'est d'amener les élèves par le biais de cette simulation de négociation à comprendre que il va falloir trouver une issue, il va falloir trouver la manière d'avancer tous ensemble. Mais que pour avancer tous ensemble, il faut, d'une part, être capable de bien présenter ce que l'on est capable de faire et pour quelles raisons, donc d'argumenter, mais il faut aussi être capable d'écouter ce que les autres acteurs ont à dire et pourquoi c'est important pour eux. Et c'est à cette condition-là, finalement, on est bien dans des compétences, vous le comprenez, des compétences psychosociales, des compétences de partage, d'écoute, de compréhension, des compétences collectives. Et c'est à cette condition-là qu'on arrive en fin de journée à se mettre d'accord finalement. Alors, certains regrettent de ne peut-être pas avoir fait l'avancée qu'ils souhaitaient obtenir le matin, mais l'objectif, c'est d'avancer un petit peu et de tous se mettre d'accord un petit peu pour avancer. Et l'accord qu'ils ont signé, hein, Jean-Baptiste évoquait ça tout à l'heure, donc en fin de journée, ils se sont tous retrouvés après avoir négocié. Et sur les trois grandes questions qui étaient posées, chacun a fait des propositions concrètes qui lui semblaient acceptables, soutenables, et l'accord a été signé. Et c'est un moment qui est important parce que ça permet de comprendre justement les mécanismes à l'échelle territoriale, nationale, internationale. Ça permet aussi, et pour nous c'est évidemment directement lié aux enjeux de formation des élèves, ça permet de former les élèves à des compétences très concrètes sur ces sujets-là. Alors, je relais une question d'une personne du public. A-t-on une idée des retours en termes de comportement générés par ce jeu de rôle poussé chez les jeunes? Alors, on en a un peu une idée parce qu'en fait, ces établissements-là, on les suit ensuite dans le temps et on les suit notamment grâce à la démarche globale, la démarche de labellisation 3D. Hein, dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, c'est le sujet de l'alimentation, mais finalement, l'enjeu, c'est d'aborder de manière progressive tous les sujets qui sont liés au développement durable, dans l'optique des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Hein, c'est ça notre cadre de travail, finalement. Et donc, progressivement, d'amener tous les établissements à cette démarche globale qu'on peut mesurer par la labellisation 3D. Effectivement, ces lycées-là, qui travaillent avec nous dans ce type de contexte, mettent en œuvre concrètement à l'échelle de leur établissement des modifications pratiques, se tournent vers les acteurs, par exemple de la cantine, cherchent à faire avancer les choses, et on le voit ensuite quand on les labellise. Alors, ce projet, comme je le disais, qui a eu lieu en Île-de-France, il résonne beaucoup avec l'un des projets qui sont portés par le projet plus global Planète Aliment, notamment les CIM, qui sont des grands jeux de rôle de négociation politique. Alors, Julie Sansoulet, et ensuite je donnerai peut-être la parole à Andrea Lemoine, des ateliers ludosophiques sur cette question. De quoi s'agit-il en fait, ces grands jeux de rôle de négociation politique? Bon, je pense que Andréane sera tout à fait à même d'expliquer, mais je peux résumer. En fait, en gros, l'idée, c'est effectivement de sensibiliser les jeunes lycéens, mais ça peut être aussi des collégiens en fin de cycle, sur la politique agricole commune. Et donc, il y a des interventions qui sont faites en classe tout au long de l'année. Il y a des supports qui sont donnés aussi en ligne et la possibilité d'écouter des chercheurs qui peuvent intervenir en classe. Et à la fin de l'année, on réunit tous ces étudiants dans un amphi et on les invite à effectivement discuter et voter une loi autour de la politique agricole commune. Donc, je laisse la parole plutôt à Andréane qui pourra développer. Parce que les jeunes rejouent en fait le fonctionnement du Parlement européen, c'est ça? Oui.
Donc oui, Manon, pardon, Andrea Lemoine, pardon. Oui, non, mais c'est très bien résumé, effectivement. Donc, nous, aux ateliers ludosophiques, en fait, notre objectif global, c'est de mettre en avant le potentiel pédagogique des jeux pour apprendre. Donc, de mettre les participants acteurs et dans l'expérimentation, en fait, par le jeu, pour apprendre et développer des connaissances et des compétences. Et développer effectivement aussi son esprit en tant que citoyen. Donc pour ça, nous, on a nos grandes missions, c'est la conception et l'animation d'outils ludopédagogiques, dont effectivement le dispositif SIM, qui est un dispositif en fait qu'on porte tout au long de l'année, parce qu'on a environ 10 SIM de prévus chaque année. On intervient effectivement auprès des lycéens ou des fins de collège, mais également dans les universités. Donc, je parle sur les territoires d'Occitanie, mais on élargit même hors d'Occitanie maintenant, puisqu'on en a une prévue en 2022 à Saint-Étienne, par exemple. On élargit également le public visé, puisque voilà, on a des projets qui sont en cours d'organisation avec un centre pénitentiaire, par exemple, et des missions locales. Voilà, c'est des projets qu'on est en train de développer. Donc, c'est pour dire qu'en fait, ce dispositif-là, effectivement, il a pour objectif de développer l'esprit citoyen et critique vis-à-vis des thématiques de citoyenneté qui sont traitées. Donc là, en l'occurrence, c'est la PAC depuis l'année dernière, et on va remettre ça en place cette année parce qu'on souhaite capitaliser sur cette thématique. Mais il y a bien d'autres thématiques qui ont été traitées les années précédentes, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'on porte ce dispositif en Occitanie. Donc, on a déjà pu traiter, par exemple, tout ce qui traitait de l'économie circulaire, de la gestion des forêts, enfin voilà. On a des thématiques qui vont arriver sur l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, le dispositif, on peut l'adapter aussi bien à la thématique qu'au public, qu'à l'environnement dans lequel on le propose. Dans le cadre du partenariat avec l'IRD sur le projet Planète Aliment, ça va être des simulations qui auront lieu sur une journée. Mais on emporte la plupart des autres simulations qu'on porte sont proposées sur 2 à 3 jours de simulation, dans l'idée aussi de mieux appréhender le fonctionnement des institutions, notamment européennes, puisqu'on reproduit très souvent le Parlement européen, des institutions de l'ONU, voilà, le Conseil de l'Union européenne, pour mieux appréhender aussi le processus démocratique, comment sont prises les décisions au niveau européen, dans des institutions qui représentent les citoyens, mais qu'on connaît très mal et pour lesquelles dans lesquelles on a du mal à s'impliquer. Voilà, dans l'objectif que les participants ressortent avec des compétences et des connaissances supplémentaires sur ces institutions, sur la thématique, et sachent aussi du coup par la suite argumenter sur les choix qu'ils font en tant que citoyens vis-à-vis de leur position au niveau européen, par exemple. Et alors, en termes de préparation, comment ça se passe? C'est-à-dire, vous travaillez avec quels enseignants? Est-ce que vous travaillez avec des enseignants de plusieurs disciplines? Ça suppose combien d'ateliers en classe ou combien d'interventions en classe? Ça court sur combien de mois? Parce que ça semble être un énorme projet. On se dit, voilà, il se termine par une journée entière, voilà, de simulation de Parlement européen. Donc, comment ça se passe? Alors, ça dépend un petit peu des simulations, mais par exemple, pour vous donner l'exemple le plus marquant peut-être des sims qu'on porte, notamment au niveau des lycées. En fait, c'est une simulation qui a lieu sur 2 jours complets, avec 7 lycées qui sont un petit peu partout dans la région Occitanie, qui répondent à un appel pour participer et qui sont regroupés. Les 7 lycées sont regroupés sur ces 2 journées. Donc, c'est à peu près 200 lycéens qui vont reproduire donc, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen pour travailler sur le texte qu'on va leur proposer, donc un règlement autour de l'alimentation et de l'agriculture durable. Et donc, en amont de ces 2 jours de simulation qui auront lieu, par exemple, cette année en avril, on propose dans chaque établissement auprès du groupe d'élèves concernés 2 demi-journées d'intervention ou une journée complète d'intervention, sachant que c'est le minimum qu'on propose.
On pourrait faire plus, mais après, en termes d'organisation et de calendrier, ça devient aussi compliqué à gérer. Mais en soi, on pourrait développer encore même cet aspect-là. Et donc, au niveau du contenu, pour vous donner une idée, on donne pas mal d'informations sur les institutions qui vont être jouées, sur les différents rôles qui vont être proposés. Donc, en l'occurrence, par exemple, si on prend l'exemple du Parlement et du Conseil, ça va être des ministres d'État, des eurodéputés. Donc, on reproduit vraiment au plus réaliste, même si évidemment le dispositif a été simplifié. On reproduit au plus réaliste possible l'ensemble des groupes politiques présents au sein du Parlement européen, les différents pays qui sont représentés dans le Conseil de l'Union européenne. Et on a aussi des rôles de lobbyistes et des rôles de journalistes qui interviennent pendant ces simulations, puisque ce sont des rôles aussi très importants. Qui ont un certain poids dans les choix et les décisions qui vont être prises. Et voilà, on leur représente évidemment le texte sur lequel ils vont devoir travailler ensemble pour aboutir à quelque chose à un règlement collectif. On a aussi toute une partie évidemment sur la thématique où on leur apporte du contenu. Et puis, on a des petits outils aussi qui les mettent en situation, puisque l'idée, c'est d'avoir des interventions les plus participatives et ludiques possibles pour qu'ils soient déjà acteurs au moment de la préparation de leur rôle, de la prise en main de l'outil. Et évidemment, on leur prémâche pas mal de choses, mais pas tout. Donc, par exemple, dans le cadre de ces simulations avec les lycées, on demande aussi aux enseignants qui sont impliqués d'essayer d'être actifs aussi auprès de leur classe et de proposer des séances encadrées pour que les élèves préparent leur rôle, préparent leur discours de position qu'ils vont devoir énoncer devant devant l'assemblée plénière lors des simulations, de faire des recherches. Donc, tout ça, ça développe aussi des compétences, comme ça a déjà été dit, sur le travail en autonomie, sur la rédaction, sur la capacité de négociation, d'argumentation, enfin voilà, de savoir parler à l'oral devant du public. Donc, ça fait appel à pas mal de choses, de compétences transversales. Et pour répondre à la question du public enseignant qui est mobilisé, il est assez large. Ça fait appel à pas mal de disciplines, en fait. Généralement, les enseignants, on en a par exemple des enseignants en français, en histoire, en géopolitique. Alors, selon les établissements, les enseignants impliqués choisissent de faire participer différentes classes ou de mobiliser plutôt une spécialité. Donc, ça peut être aussi sciences sociales, sciences économiques. Mais vraiment, c'est un dispositif qui n'est pas exclusivement réservé aux filières pour lesquelles ça paraît le plus évident en termes de négociation politique et de relations internationales. On s'en aperçoit également dans le cadre des simulations qu'on organise au niveau universitaire, puisqu'on a plusieurs simulations qui sont proposées dans le cadre de parcours universitaires, donc qui sont vraiment intégrés dans des masters. Mais là, par exemple, cette fin de semaine, on organise les simuniversités à Montpellier, qui sont en fait des simulations organisées sur la base du volontariat et ouvertes à l'ensemble des étudiants de la région. Et là, quand on voit le schéma, un petit peu le profil des inscriptions, on a vraiment de tout. Donc, on a même des étudiants en cinéma, par exemple, qui s'inscrivent parce que la thématique, en fait, est très transversale. Évidemment, on va traiter d'agriculture, mais ça va faire appel à plein d'enjeux différents, économiques, sociaux, environnementaux, etc. Et au niveau des compétences qui peuvent être développées à travers l'outil, voilà, c'est aussi très intéressant. Ce projet de médiation Planète Aliment, il y a eu un appel à projet en fait lancé par l'IRD, et une des conditions de cet appel à projet, c'était que les projets soient interdisciplinaires. Julie Sansoulet. Oui, alors en fait, ça c'est un de nos fers de lance à l'IRD, puisqu'on porte ce qu'on appelle la science de la durabilité, qui recouvre derrière le fait qu'on se doit ou on souhaite développer des projets interdisciplinaires, voire transdisciplinaires. Donc, ça percole à travers toutes les activités, qu'elles soient scientifiques ou de gestion de la recherche, mais également dans les activités de médiation. D'où le fait que quand on monte des projets de sensibilisation, pour nous,
c'est très, très important que les différentes disciplines soient présentes, de la gouvernance à la sociologie, en passant par la nutrition et la médecine, étant donné que l'alimentation, c'est quand même, ça a déjà été dit plusieurs fois, un sujet extrêmement transversal. C'est finalement assez facile pour nous de développer des projets transdisciplinaires. Et en lien avec l'éducation, on a lancé un appel d'offres, enfin un appel à projet plutôt, auprès des enseignants de l'Académie de Montpellier pour qu'ils interviennent avec nous dans le projet Planète Aliment. Et un des critères de sélection de ces groupes scolaires était qu'ils puissent monter des projets eux-mêmes en interdisciplinarité. C'est-à-dire que, par exemple, l'enseignant en anglais s'associe à celui de SVT ou celui d'histoire géo s'associe à la musique, je ne sais pas, bon, ce serait un peu tiré vers les cheveux, mais pourquoi pas, hein, après tout. Hein, donc, parce que la musique aussi peut être un des vecteurs de sensibilisation à l'alimentation, si on y pense. Il y a beaucoup de chansons, de musique qui relatent l'alimentation et le plaisir qu'on peut avoir avec l'alimentation. Et alors, est-ce que vous les accompagnez ensuite sur l'aspect méthodologie de projet? Oui, alors en fait, nous, on a 2 enseignants qui viennent ici dans le cadre d'un service éducatif, qui viennent une fois semaine dans l'organisme de recherche et on monte avec eux des projets. Donc, c'est plus tout le consortium, les enseignants du secondaire, plus les chercheurs, plus nous, médiateurs, qui co-construisons un projet ensemble plutôt que nous qui les accompagnons en fait, hein, parce que l'idée c'est qu'on se mette tous autour de la table et qu'on discute de qu'est-ce qui est bon entre guillemets ou quelles sont les attentes de chacun, que ce soit les élèves, les enseignants, les chercheurs, les médiateurs. L'idée c'est de répondre à tous les besoins en fait. Voilà. Alors, sur cet aspect méthodologie de projet, Émilie Orliange, vous avez une vraie expertise, parce que vous sentez justement que sur un certain nombre de projets autour de l'alimentation, les enseignants ont besoin d'être accompagnés. Peut-être vous pouvez nous spécifier un petit peu les grandes étapes, les étapes clés en fait, de la méthodologie de projet et comment vous les aidez en fait. Alors, si on doit parler effectivement d'étapes, même si on n'est pas, enfin, l'idée c'est pas d'avoir une étape qu'il faut suivre l'une après l'autre. Hein, la méthodologie de projet, c'est s'adapter dans un premier temps au contexte, aux acteurs. Donc, la première phase de la méthodologie de projet, c'est une phase de diagnostic, c'est-à-dire que on va se réunir, hein, exactement comme a pu dire Julie, hein, autour de la table avec les différents acteurs, et puis on va établir un état des lieux en se basant aussi sur des données, hein, des données scientifiques, des données récoltées par les ministères, des données donc officielles et scientifiques, aussi des données basées sur d'autres projets qui ont pu publier un certain nombre d'éléments, des guides méthodologiques ou des choses comme ça. Et puis en se basant sur tous ces éléments-là, plus l'expérience terrain des différents acteurs, on va partir sur des objectifs qu'on va se donner. Donc, à quoi va servir ce projet-là, à qui est-ce qu'il veut s'adresser, donc objectif et type de bénéficiaire, et qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce qu'on cherche à impacter. Et ensuite, on va formaliser le projet, parce que c'est la partie qui est certainement la plus complexe à faire, puisque l'idée, c'est de passer de l'idée au projet. Donc, avoir des idées, c'est bien, mais l'idée, c'est de les concrétiser sur le terrain. Et pour ça, il faut passer au travers de différentes étapes. Et la formalisation des actions et de leur mise en œuvre, comment est-ce qu'on va les programmer, les planifier, la partie un peu, pas forcément la plus fun, quoi, on va dire, de la programmation. Et puis déterminer les ressources aussi. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin en termes de ressources humaines, financières, de compétences, d'expertise peut-être spécifiques en fonction du projet et en fonction du public qu'on veut atteindre. Le plan de financement, puisque peut-être que le projet va nécessiter d'être financé, va peut-être avoir besoin d'un certain nombre de ressources. La mise en place d'un protocole d'évaluation. Alors, il y a différents types d'évaluation en santé. Hein. Ça peut être une évaluation de l'organisation même du projet, ça peut être une évaluation des résultats, des bénéfices, et puis ça peut être une évaluation plus, on va dire, plus scientifique, à plus long terme, avec une évaluation d'impact. Et puis ensuite, il faut s'entourer. Pour mettre en place un projet, on ne le fait pas seul. Donc, il faut réussir à trouver les bons partenaires. Ça aussi, c'est une étape qui n'est pas toujours facile pour les établissements scolaires de savoir se dire avec qui, enfin, faut que je me rapproche de qui pour réussir à mettre en place concrètement sur le terrain. Comment je trouve des animateurs, comment est-ce que je trouve des partenaires qui ont peut-être les connaissances nécessaires pour le public visé. Donc, comment je m'entoure pour être bien équipé pour me lancer sur le terrain.
Et puis, dernière étape qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est promouvoir ce qu'on fait. Valoriser notre travail, c'est gratifiant pour les équipes et pour l'établissement de montrer en interne, mais aussi aux parents d'élèves, aux jeunes, tout ce qui est fait dans l'établissement. C'est un bon moyen de valoriser aussi l'établissement en lui-même autour d'un projet d'établissement fédérateur, mais c'est aussi un moyen toujours pareil, de mutualiser les connaissances et tout ce qu'on peut collecter comme données, il faut les communiquer. Comme ça, nous, ça permet de s'enclencher tous ensemble, toutes les parties prenantes de cette alimentation, de s'enclencher vers une démarche globale, holistique de l'alimentation, puis de construire une vision commune. Et puis, les enseignants disposent aussi de ressources, notamment vous avez publié un guide méthodologique à l'issue du projet Art de faire culinaire au collège, et il est libre de droit, en fait, ce guide, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Le guide méthodologique que j'ai mis dans le chat, justement, le lien vers le site de la DRAF, puisque c'est un projet qui a été financé par la DRAF Nouvelle-Aquitaine, par le projet national, par le plan national de l'alimentation, par la Fondation de France. Il y a plusieurs institutions qui ont financé ce guide-là. Ça documente l'intégralité de tout ce qu'on a pu expérimenter. Alors, l'objectif n'est pas de mettre en place le guide méthodologique dans les établissements, mais c'est vraiment de choisir, de piocher les actions qui nous intéressent. Vous avez sur le site de la DRAF en numérique tous les outils qu'on a pu expérimenter. Ils sont libres de droit, ils sont modifiables. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de donner toutes les clés possibles, même si je sais que ce n'est pas forcément simple en soi. Pour les établissements qui sont en école primaire ou en lycée, on a récemment, via l'association de l'alimentation durable que je préside, étendu ce programme Art de faire culinaire au collège aux écoles primaires et au lycée via un nouveau projet qui s'appelle l'alimentation, j'explore et je choisis. Je peux aussi vous mettre dans le chat le lien vers le livret pédagogique qu'on a terminé récemment et qui, en fait, retient principalement les actions qui ont un impact au niveau de l'évaluation scientifique, qui ont un impact sur le public visé en termes d'évolution des comportements, des habitudes alimentaires. D'accord. Et puis aussi, à l'issue d'ailleurs, Jean-Baptiste Trocmé ou Sophie Ponce peut-être avait partagé le kit pédagogique des champs aux assiettes qui avait été publié donc à la suite de cette expérience. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu, Jean-Baptiste Trocmé, de ce kit pédagogique et de ce que les enseignants peuvent y trouver? Oui, je vais parler sous le contrôle de Sophie, bien sûr, mais en fait, l'idée qu'on a depuis plusieurs années avec les différentes académies d'Île-de-France, c'est d'aller co-construire avec des équipes enseignantes qui répondent à des appels à projets un certain nombre de kits sur des thématiques du développement durable. Donc là, on parle de l'alimentation. Cette année, pour 2 ans même, on est parti sur de la biodiversité. On a travaillé aussi sur la qualité de l'air ou sur des problématiques liées au climat. Et donc, l'idée, c'est d'aller co-construire des outils pédagogiques et d'aller co-rédiger un guide, un kit qui va permettre à d'autres équipes enseignantes de pouvoir mener à nouveau cette expérience dans leurs établissements. Voilà, je ne sais pas, Sophie, si vous voulez compléter. Donc, l'idée, c'est de pouvoir finalement assez facilement aller faire de l'essaimage, comme on le dit facilement, d'aller travailler à la construction d'un kit au plus près des acteurs qui vont l'utiliser pour que ça soit le plus efficace possible par la suite. Sur la question du kit, j'ai rien à ajouter, Jean-Baptiste. Je crois que on a voulu quelque chose qui soit le plus opérationnel possible pour accompagner d'autres équipes qui souhaiteraient se lancer. C'est évidemment quelque chose qui est pluridisciplinaire. On est vraiment dans cette optique-là. Moi, je voulais partager une réflexion avec vous, finalement, sur la démarche de projet. Et ce que ça implique finalement aussi comme réflexion pour l'enseignant. Finalement, si on veut que ce qu'il faut voir, c'est que le projet, c'est le projet des élèves. En tout cas, c'est cela qu'on vise, c'est que les élèves s'engagent dans un projet actif. Donc, pour l'enseignant, il y a le projet dans le projet. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a le projet que les élèves mènent. C'est un projet sur l'alimentation qui vise à mettre en place une simulation, par exemple, qui vise à peut-être améliorer on va dire le contexte de l'alimentation au niveau de la cantine scolaire ou d'autres dans son établissement scolaire. C'est le projet que les élèves vont mener, dans lequel ils vont s'engager, qui va les amener à faire un diagnostic et puis voilà les différentes étapes dont on vient de parler. Et puis,
il y a la dimension méta, c'est-à-dire le projet que l'enseignant a lui pour accompagner ses élèves. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une autre façon de questionner le projet en tant qu'enseignant. Comment moi, j'accompagne mes élèves dans la démarche de projet qu'ils sont en train de mettre en place et quels sont, moi, les objectifs que j'ai aussi pour mes élèves en méta, en termes de connaissances, de compétences que je voudrais finalement leur faire construire à travers la démarche de projet qu'ils sont en train de mener. Voilà, ça, c'est une dimension qui est intéressante parce que c'est un petit pas de côté à se poser aussi et pour prendre conscience des deux, voilà, de la manière dont ces deux dimensions du projet s'imbriquent. Alors, j'invite évidemment toutes les personnes du public à poser des questions, etc. Je vois que le chat est assez actif et que notamment certains projets ont été partagés qui ont l'air extrêmement intéressants. Le réseau Marguerite, notamment, qui met en œuvre un certain nombre de projets autour de l'agriculture et de l'alimentation, de la solidarité, de la justice alimentaire, etc. Donc, je vous invite à aller regarder. Et puis, là, dernier commentaire sur l'école comestible. Donc, autre projet, donc on voit qu'il y a énormément de choses, c'est vraiment super. Alors, n'hésitez pas donc à poser des questions. Et puis moi, en attendant, je voulais revenir un petit peu aussi sur le cœur de ce sujet de l'alimentation, parce que c'est pas seulement l'alimentation durable, c'est aussi la convivialité, etc. Et alors, John Bandelier est là, et je lui ai toujours pas donné la parole, je suis vraiment désolée. Julie Sansolet avait commencé à évoquer en fait le projet que vous portez aussi intergénérationnel, et vous peut-être nous en parler, parce qu'il n'est pas question que d'ateliers autour de l'alimentation et environnement, mais aussi autour du goût, de la transmission des savoirs, le patrimoine, l'identité culinaire. Donc, dites-nous un peu. Bonjour, donc tout à fait. Donc, on est partenaire. Le son, on ne vous entend pas très très bien. Peut-être le monter un petit peu. Je rapproche comme ça, c'est bon Oui. Ouais. Non, donc voilà, je rapproche, ça sera plus facile comme ça. Oui, on est partenaire sur le projet donc avec l'IRD. Donc notre association, nous, on est autour de l'éveil à la curiosité, autour de la culture scientifique. Et c'est vrai que quand on a commencé à travailler autour de Planète Aliment, on s'est posé beaucoup de questions sur, comme l'a dit Julie au début, c'est que l'alimentation, ça regroupe plein de choses, plein de cultures, plein de thématiques. Et nous, il semblait important de l'aborder via le côté aussi intergénérationnel, comment il y a ce partage, quel partage on peut avoir autour de l'alimentation. Et notamment aussi quel est le rapport qu'on a avec nos aînés. C'était aussi cette question-là qui nous semblait important. Et de voir comment on a évolué sur notre façon de manger. Donc, on reste quand même sur l'environnement, sur le côté durable, parce que c'est vrai que c'est aussi le cœur de Planète Aliment et c'est vraiment important, mais d'essayer d'avoir un état des lieux, on va dire, avec des témoignages de comment notre façon de manger a pu évoluer. Et donc, ces ateliers se passent en résidence senior, donc on est en train de le concevoir, hein, donc on n'a pas encore expérimenté, on est en pleine conception. Donc, c'est d'avoir des ateliers seniors pour faire venir de jeunes publics en résidence senior, soit des personnes de la famille, mais aussi ça peut être des centres de loisirs pour avoir des plus petits groupes ou des écoles, donc selon les lieux. Et de là, chacun va pouvoir identifier des repas qu'ils ont l'habitude de manger et de voir comment ces repas, il y aura plein de repas différents, actuels, plus anciens, traditionnels, et d'essayer d'identifier un peu à chaque fois quels sont les repas que chacun a l'habitude de manger, d'échanger autour de ces repas, de voir comment ça a évolué, et également comment, même si de trouver le repas commun, peut-être plutôt local, voilà, ça peut être le repas traditionnel. On se disait, c'est qu'il y a la chip parmentier qui traverse un peu les âges, le cassoulet, voilà, des repas un peu peut-être qui traversent ces âges-là. Et de voir comment aussi, à quel moment ils étaient consommés, de savoir d'où viennent les produits, quel est leur impact, et d'échanger un peu autour de ça. Donc, c'est de voir aussi, même si des fois on a le même repas, le même plat, de voir comment les ingrédients, on se les procure, à quel moment est-ce qu'on les mange toute l'année, est-ce qu'à un moment c'était plutôt des plats traditionnels d'une certaine période. C'est vraiment de se poser toutes ces questions-là et de voir aussi ce lien-là qui réunit justement les familles. D'accord. Et concrètement, comment ils se font, comment il se passe ces ateliers? Donc justement, c'est de réunir les personnes dans une même salle et d'avoir chacun. Donc on a mis en place des assiettes et des photos de repas. Et donc les personnes mettent dans leur assiette les différents plats qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc et c'est
via ces photos-là, qu'on va pouvoir avoir cet échange. Et sur les tables où il y a les assiettes, il y a aussi des nappes avec les informations liées justement à l'exposition Planète Aliment, pour justement faire le lien avec Planète Aliment et de voir comment reprendre ces informations qui ont été travaillées par les chercheurs sur les différentes thématiques, sur la convivialité, sur les ressources. Et ensuite, dans ces assiettes-là, on va faire justement le lien entre le plat commun qui va être sélectionné. Et donc là, on va le découvrir au fur et à mesure, même si on va aiguiller un peu, hein, c'est toujours un peu ce côté-là. C'est pour ça qu'on parlait aussi de plats communs local. C'est vrai que nous, on est aussi sur le bassin de Thau, donc on a la tielle, qui est cette tourte de poulpe, mais qu'on dit qu'on achète localement, mais on ne sait pas forcément si le poulpe est forcément local. C'est aussi ces questions-là. C'était à l'époque, quand on espère que dans les témoignages, c'est vers ça qu'on a envie d'aller, de dire que c'était le plat du pauvre, le poulpe n'était pas vendu, donc c'est justement on récupérait le poulpe pour pouvoir, on a créé la tielle pour pouvoir réutiliser ce poulpe-là qui n'était pas vendu à la fin des étals, qui était plutôt sur une certaine période de l'année, et de voir maintenant qu'on peut l'acheter quand on veut, d'où vient le poulpe, de se poser ces questions de pêche durable également. Donc vraiment de remettre dans un contexte, dans un plan, et de se dire, voilà, on consomme différemment actuellement, mieux ou pas moins bien. On n'est pas là dans le jugement, on est vraiment d'essayer d'avoir un échange et un témoignage par rapport à ces façons de fonctionner. Alors, j'ai peut-être manqué cette information, mais vous travaillez avec des élèves de quel niveau sur ces thématiques-là? C'est collège? Donc, on commence plutôt cycle 3 et aller justement sur le côté collège, mais également, comme on disait, c'est qu'il y avait le côté centre de loisirs, donc c'est plus difficile de parler de niveau quand on parle de centre de loisirs, parce que c'est vrai qu'on va plutôt parler des tranches d'âge, donc des 10-12 ans, même s'ils viennent un peu moins en centre de loisirs, mais également aussi, on a envie d'axer aussi sur les familles, de se dire, c'est vrai que ces personnes qui sont en résidence senior, des fois, peuvent être un peu délaissées ou on va dire les petits-enfants ont peut-être moins de motivation d'aller les voir. Donc, en proposant justement un atelier où il y aura aussi du goût, justement une dégustation, ce que j'ai oublié de dire aussi par rapport à l'atelier, c'est qu'on va justement sur ces différents plats de pouvoir tester, de voir cette évolution du goût, de voir comment on ressent les choses. C'est de créer cette animation-là pour inciter aussi les petits-enfants d'aller voir les grands-parents et de repartager un moment convivial, de repasser, quand on parlait de convivialité, c'était aussi ça, c'est de se dire, c'est vrai que d'aller juste voir les personnes, c'est bien, mais de continuer à construire quand même des souvenirs avec ses grands-parents, c'est aussi quand même une chose importante. D'accord, et sur cette question du patrimoine culinaire, de la sociologie de l'alimentation, etc., j'ai envie de redonner la parole à Vincent Blèche, peut-être pour finir cet éduc et pour qu'il nous donne envie d'aller voir l'exposition, parce que moi, il m'a donné très envie d'aller voir l'exposition, notamment sur cet aspect convivialité, parce qu'elle se termine, cette exposition, sur un grand banquet, justement. Oui, c'est bien ça, c'est un grand banquet spectacle, hein. C'est un peu la promesse du titre de l'exposition. Donc, je parlais tout à l'heure des 3 parties: cuisine, amuse-bouche sur la sensorialité, et puis les coulisses du spectacle sur les regards sciences humaines. Et les visiteurs finissent par un spectacle qui lui n'est plus sur les contenus pédagogiques, mais plus une immersion à la fois sensorielle et émotionnelle, je dirais. Donc, pour la décrire un petit peu, vous entrez dans une salle bardée de technologies de diffusion multisensorielle. Donc, il y a des odeurs, des grandes images en mapping sur la grande table, et les visiteurs vont s'asseoir à 30 personnes. Donc, c'est aussi une posture qui nous intéresse ici. La posture, déjà, implique le face-à-face et un début d'échange, de regard entre visiteurs qui ne se connaissent pas, mais qui vont se découvrir tout au long de ce spectacle, donc, qui dure environ 10 minutes. C'est un banquet d'exposition, c'est un banquet où on ne mange pas, mais c'est un banquet tout de même multisensoriel et qui vous transporte. Alors, le pitch, pour finir un peu, puisque ça va être bientôt l'heure de l'apéro, j'ai commencé à saliver. C'est qu'on s'appuie sur un menu qui est celui de Raphaël Aumont et donc Thierry Marx, le scientifique et le chef, qui ont conçu un menu en 5 étapes, inédit pour l'exposition. Et on va en fait, tous ces moyens servent à rentrer dans la fantasmagorie, dans la tête du chef et du scientifique pour retransmettre en images, en musique, en son et en odeur un petit peu le voyage culinaire qu'il nous propose. Voilà, donc immersion multisensorielle et en même temps essayer de déclencher entre les visiteurs et les joueurs un petit peu de convivialité et de lien. Voilà, il faut ressortir avec le sourire et repu, non pas physiquement, mais émotionnellement. Voilà.
Et donc, je vous invite à aller voir tous les liens qui sont partagés, notamment Simon Klein qui nous explique que La main à la pâte et l'Office for Climate Education proposent aussi quelques activités autour des liens entre alimentation et changement climatique. Donc, n'hésitez pas à répertorier tous ces liens. Je le ferai également à l'issue de cet éduc. On les mentionnera dans le compte-rendu qui sera publié sur les sites d'ETEDUC. Donc, voilà, n'hésitez pas. Si l'un de vous a une dernière question, on a encore éventuellement quelques minutes. Est-ce qu'une personne du public peut-être souhaite s'exprimer ou poser une question à l'un de nos intervenants? Silence. Vous pouvez aussi lever la main ou prendre la parole, hein, pas forcément par écrit. Hein, vous pouvez vous exprimer si vous voulez. Bon, et bien, s'il n'y a plus de questions, je vais tous vous remercier. Merci à tous nos intervenants d'avoir été là. Je vais aussi peut-être partager avec vous quelques références. Hop, si j'y arrive. Voilà, quelques références que j'avais moi-même répertoriées, des ressources EduScol, le projet EduClub donc d'Émilie Orliange, l'association Alimentation Durable, etc. Vous pourrez regarder toutes ces ressources et puis évidemment le numéro des cahiers pédagogiques, l'alimentation et l'école dont a parlé Jean-Michel Zakartchouk tout à l'heure. Et puis sinon, eh bien, on se retrouve pour le prochain TEDUC, qui cette fois n'aura pas lieu un mercredi, mais un jeudi. Ce sera le jeudi 16 décembre à 17h, sur le thème « Comment rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages en mathématiques ». Voilà, merci encore à tous, merci à tous nos intervenants et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. 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 Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.